Merci à tous et à toutes d'être là, tous ceux qui ont organisé ce moment. Je pense qu'il faut distinguer, dissocier clairement le citoyen de l'écrivain. Je pense que la littérature est le lieu dans lequel on essaie de chercher dans son intériorité quelque chose qui vaut le coup d'être partagé avec les autres, mais dans leur intimité, parce que la littérature se lit dans l'intimité de chacun. Et donc moi, dans la littérature, je suis toujours soucieux à ce que je puisse chuchoter à l'oreille du lecteur. Donc je ne vais pas me mettre à vociférer. Et puis, ce n'est pas facétieux ce que je suis en train de dire. Je suis sérieux là-dessus, mais au-delà, je pense que ce livre m'a pris 10 ans. C'est un livre qui m'a pris 10 ans. Donc, si vous faites le calcul, ça a commencé un peu avant que je quitte le journalisme, mais ça s'est accéléré après que je quitte le journalisme. Et ce que je cherchais, c'était une sorte d'éthique de l'homme vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de la collectivité. Et ce que j'ai essayé de raconter dans ce livre, parce que c'est un livre en fragments, et c'est des fragments qui sont suturés, qui sont reliés, c'est qu'est-ce qui fonde notre rapport d'abord au silence, à la parole, à la collectivité et à l'inconnu. Donc, et donc, j'ai essayé de faire une sorte d'autofiction métaphorique. Voilà, d'autofiction métaphorique. Et donc, je pense que ça n'a rien à voir, et en même temps, ça a beaucoup à voir avec le fait que dans la cité, je puisse considérer que j'ai quelque chose à faire là-dedans, parce que je considère que ça n'a aucun sens d'être vivre dans un pays et d'être passif. Donc, je considère que je pense que si on a peut-être quelque chose à faire, donc on fait quelque chose, mais ça c'est plutôt le tempérament de l'optimisme de l'action, mais il y a derrière le pessimisme de la réflexion. Et je pense que c'est le pessimisme de la réflexion qui tire vers l'écriture, et c'est l'optimisme de l'action qui tire vers la cité. Oui, mais néanmoins, l'homme des sons du silence, naturellement, on pense au début était le verbe, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas aussi une écriture qui pense les commencements autrement? Je ne sais pas, est-ce que tu as pensé à cet intertexte ou comment ce titre t'est-il venu? Alors bien entendu, ça c'est clair que je pourrais revenir à ce passage. Je suis en train de le chercher. Voilà. Peut-être qu'il faudrait que je lise peut-être Face à la mer pour te répondre. Parce que parfois, je pense que les textes qu'on écrit, peut-être à notre insu, disent mieux ce qu'on peut raconter. Absolument. Oui. Au quartier L'Océan, que je sillonne tous les jours, les rues tournent le dos à la mer. Le béton la tient à distance. Les hommes marchent à contresens pour s'en sortir. Les artères grouillent d'immondices. La police montée veille. Le récif surplombant la marée est infranchissable. Je marche tous les jours quelques mètres de plus sur les rochers pour apprendre à m'approcher de la houle qui couve. Je marche sans hâter le pas, aimanté par un vieux désir de retrait. Donc d'abord, un vieux désir de retrait. Donc
Le désir de retrait, c'est ce qui fait que l'homme revient au silence, à un moment donné, parce qu'il n'y a pas la parole, il y a le vacarme. Et donc, il y a le retrait du vacarme. Je continue. Le premier jour, le gardien du site, un mochazni doublé de pêcheur, cache délicatement sa proie. Un jeune homme remonte maladroitement son pantalon sali par les algues. Un jeune couple voilé se met prestement à nu. Je me retourne du côté des vagues qui montent à peine sur leurs chevaux. Chaque jour, j'ai pris l'habitude d'ignorer toutes les silhouettes au loin, les chamailleries du souk mitoyen, les incantations de la rue qui s'impatiente pour affronter seul la brise. Depuis, à chaque fois, le ressac de mes souvenirs remplit l'horizon. Et voilà le passage que je voulais vous lire. Recherche le livre encore à écrire, inventant Kteb, au rythme des vagues en face, du flux secret de ta vie. Merci beaucoup. En refaisant le trajet derrière les murs, j'ai fini par entendre l'écho lointain de cette voix discrète à peine audible, par croire à cette vague promesse qu'une fiction, née face à la mer, pouvait redonner vie à celui qui l'enfante. Donc, je crois que c'est une manière de répondre. Absolument. À ta... Mais je vais creuser encore un peu plus, puisque ce livre, en fait, est fait de... c'est un récit, mais qui est orchestré autour de 4 livres. En tout cas, c'est ainsi que l'auteur les appelle, en reconduisant un peu la notion ancienne, des anciennes écritures de livres qu'on retrouve aussi, par exemple, chez Edmond Jabès. Mais Idriss m'a dit qu'il n'avait pas beaucoup lu Edmond Jabès, donc ce n'était pas en tout cas un intertexte direct. Alors il y a 4 livres qui tous commencent par une espèce de face-à-face, qui situe donc le sujet, qui est un sujet indéterminé, face à quelque chose. Le premier s'intitule « Face à la mer », le second « Face au vacarme », le troisième « Face aux inventaires » et le quatrième « Face à l'inconnu ». D'où ma lecture de ce texte comme une quête de la place, une manière d'essayer de se situer quelque part. Et cette quête, l'auteur lui trouve, en tout cas tu me diras ce que tu penses de ma lecture, il trouve une espèce de, comment dirais-je, de prétexte pour mener cette enquête autour de la place en inventant un narrateur donc, qui raconte à la première personne et un autre personnage qui est un personnage de journaliste. Et donc, tout le livre semble être une réponse à une question décrite par le narrateur comme une question désinvolte. Et d'ailleurs, c'est une question bateau que l'on retrouve dans beaucoup d'entretiens et que j'ai essayé de ne pas poser. C'est celle « Depuis quand tu écris ?» Et donc, le premier livre, dont Driss vient de nous lire un extrait, est déjà une réponse, une manière de faire un retour sur soi et d'essayer de retrouver dans sa mémoire les premiers émois qui ont fait qu'il sente ce besoin d'écrire. Et il y a toutefois donc un dialogue qui se fait, mais où le personnage second, c'est-à-dire le journaliste, pose juste des questions assez lacunaires et donc les livres lui répondent. Et il y a une deuxième question qui fait pendant à cette première question, depuis quand, c'est-à-dire l'origine de l'écriture, et qui va être vers la fin, avant le 4e livre, mais alors, à quoi sert l'écriture ? Donc, si j'ai bien compris, en fait, c'est une réflexion sur l'écriture, sur ce qui fait que l'on écrive et pourquoi on écrit. Et en même temps, l'auteur ne donne pas de réponse arrêtée, mais il esquisse plusieurs pistes à travers ces 4 livres qui sont eux-mêmes orchestrés autour de plusieurs sous-parties. Et chacune pose différentes problématiques dans lesquelles le lecteur lui-même pourra aussi broder à sa guise. Alors, comment est-ce qu'on brode ? Et c'est là où j'ai trouvé encore une autre manière de te lire à travers la bibliothèque, la notion de bibliothèque, puisque avant de parler
des raisons qui le font écrire, l'auteur cite aussi tous les textes qui ont compté pour lui. Et naturellement, on retrouve de grands textes majeurs. Et on ne peut que penser naturellement à la bibliothèque de Babel chez Luis Borges, ou encore à Enquête, qui est elle-même une réécriture de fiction de Borges par Abdel Fattah Quilito, qui est un ami et un concitoyen donc, de Driss. Donc, lorsque vous lirez ce texte, c'est aussi une espèce d'enquête à laquelle vous êtes amené à travers, bien sûr, les méandres d'une bibliothèque qui prend chez toi aussi la forme de la mer, donc une mer de livres. Je crois d'ailleurs que l'expression est de toi. Et on se demande donc quel est ce mystère qui fait écrire. Et pourquoi est-ce qu'on écrit? Pourquoi d'ailleurs sommes-nous là? Pourquoi est-ce que nous nous sommes rassemblés dans cette extrême urgence pour venir t'écouter? Donc, à quoi sert? Est-ce que tu es arrivé à dénouer ce mystère? Pourquoi écrire? Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une sorte de grammaire secrète. La grammaire, comme disait Nietzsche, tant qu'il y a la grammaire, Dieu n'est pas mort. La grammaire telle que une somme de règles. Mais il y a ce qui fait que l'écriture et la littérature a un sens, c'est que chacun d'entre nous cherche sa grammaire secrète, sa grammaire singulière, donc sa prosodie, donc sa musique intérieure. C'est ça la question du silence. Le silence est plein de voix. Ce sont des voix intérieures qui nous permettent de retrouver la prosodie, la musicalité à partir de laquelle nous parlons du monde. Donc, je pense que les gens se retrouvent autour de la littérature parce qu'ils entendent une voix singulière qui leur parle d'un monde partagé. Sauf que chacun voit ce monde, le vit à sa manière, et chaque écrivain essaie, peut-être toute sa vie, je suis très 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 loin d'y arriver, de chercher cette musicalité à partir de laquelle il peut dire le monde. Et je pense que ce livre, c'est ce qui fait que c'est en même temps un livre, depuis qu'il est sorti, il y a eu beaucoup d'articles sur ce livre, et en même temps c'est un livre que les lecteurs, on va dire, normaux, qui ne lisent pas beaucoup de livres, me disent mais c'est un livre difficile. Je veux dire, en même temps, il crée de l'intérêt chez des lecteurs qui sont habitués à lire, et des gens qui sont moins habitués à lire considèrent que c'est parce que il y a eu peut-être dedans un gros défi. C'était de faire ce que j'appelle une sorte d'autobibliographie, d'autobibliographie métaphorique. Comment, par ce que j'ai lu, comment, à partir de mes souvenirs et de ce que j'ai lu, j'essaie de retrouver cette voix intérieure qui me permet de dire le monde. Et donc, et c'est ça qui fait cette architecture dont tu parles, face à la mer, face aux inventaires, face au vacarme et face à l'inconnu. Ça veut dire c'est le parcours de quelqu'un qui, d'abord, se rappelle comment, dans son enfance, alors que les autres se plongeaient dans la mer, lui, il était plongé dans les livres. Donc d'abord, il y a ce moment initiatique qu'il essaie de retrouver. Puis, il arrive à ce moment dans lequel c'est comme s'il est romantiquement incapable de retrouver cette quiétude, cette sérénité initiale. Il est obligé de refaire l'inventaire, surtout de la question de la famille et de la société, qui lui permet de retrouver sa singularité, son individualité. Dans un troisième temps, le vacarme vient du fait qu'il est journaliste, il est confronté à un monde d'intérêts et de coups bas dont il essaie de s'extirper. Donc là, tu retrouves quelque chose peut-être d'autobiographique. Et après, en essayant de se libérer de cela, il dit, bon, alors si je vais et je peux regarder l'inconnu,
Eh ben, peut-être c'est en regardant dans les regards, dans Mhm. les yeux, Mhm. on peut lire ce passage, Face à face, si comme ça. tu le veux, Oui. face à l'inconnu, qui est peut-être ce qui peut donner lieu à un texte. En gros, Mhm. Mhm. c'est un texte qui annonce un texte. C'est un texte qui annonce la naissance à l'écriture. Tu parles justement de lire Face à l'inconnu, je t'en Tu veux? prie. Oui, absolument. Ok. C'est un très beau Face à passage. l'inconnu, quand j'ai tout quitté, donc c'est la page 76, mais je pense pas qu'il y ait des textes dans là. Si, Si, la si, page certain. 76, oui. Mhm. Quand j'ai tout quitté, le rocher marin, le journal, mes certitudes, et ne me restait plus que la scène du théâtre et les sourires espacés de Leïla, j'ai eu peur de régresser, stagner, dépérir. J'ai alors commencé à marcher, à accepter de déambuler sans chemin prédéfini. Je me suis épris des vers de René Char. Comment vivre sans inconnu devant soi? Comment vivre sans utopie à l'horizon? Comment, en se contentant, comment vivre sans utopie à l'horizon, en se contentant de ce qui se donne à voir? En errant dans l'attente d'une répétition de théâtre, j'ai pris le temps d'observer les passants, d'imaginer ce qu'ils voient à leur tour, de regarder leurs yeux, de sortir de ma bulle et plonger dans les rêves dissimulés derrière leurs pupilles. Sans chute, sans le fracas d'hier et le désastre d'après, je n'aurais jamais pu relire le destin de ces silhouettes qui cheminent sans voix. Jamais pu transiter avec chacun vers l'inconnu que masque à peine sa présence. Avec le temps, plongé dans les petites utopies de ces simples inconnus dont le regard m'a longtemps marqué est devenu mon ultime promesse de fiction. Elle me semble soudain la plus vieille de toutes, la plus proche de désirs longtemps réprimés et sommeillant au fond de moi. Merci beaucoup. Justement, à propos de ces petites utopies dont tu parles, cela me rappelle un entretien justement qui a été publié par la Vie des idées et qui s'intitule L'utopie ou l'attention aux détails du philosophe Pierre Macheret, qui est un spécialiste des études littéraires, mais aussi spécialiste de Spinoza, et qui disait qu'il déplorait la disparition ou le tarissement des utopies. Est-ce que l'écriture, pour toi, est donc une manière de réenchanter le monde ou de retrouver une forme d'utopie? Alors, excuse-moi, je pourrais articuler ça justement au passage que tu intitules La dette et l'horizon, où tu mets, où le narrateur s'explique par exemple sur le fait qu'il soit resté et non pas parti, et non pas comme on fait beaucoup de ses concitoyens, comme tous ces jeunes qui, bien sûr, ne pensent qu'à l'Eldorado européen ou américain. Et donc lui, il essaye de revenir sur ce qui l'a poussé à rester. Est-ce que l'écriture, l'utopie, le rêve, l'imaginaire est pour toi une manière d'investir ce lieu utopique? Alors, bizarrement, quand tu me posais la question sur l'utopie, je pensais que tu allais parler plutôt de l'autre texte, qui est la fin des utopies, Oui. qui vient dans le texte beaucoup plus tard. Je pense que On c'est peut en parler peut-être... aussi, hein. mais concrètement, la dette et l'horizon est la matrice première de tout ce texte. La dette et l'horizon est la matrice de l'ensemble du texte. Parce que la dette et l'horizon, c'est le texte qui raconte, en gros, d'abord ce rapport avec un ami, poète, Ali, tué à l'université, poète utopiste, rêveur, tué à l'université par les services de l'ordre, qui était amoureux, dans l'amie, la maîtresse, la compagne Leïla. Le narrateur va la chercher des années plus tard. Il va chercher Leïla des années plus tard.
et il dit que c'est le sourire de Leïla qui lui donne envie de rester. C'est le sourire de Leïla qui lui donne envie de rester. Mais Donc c'est ça les petites utopies. c'est les petites utopies. Du Ce quotidien. n'est que le sourire au quotidien de quelqu'un en face qui te donne envie de rester. Parce qu'il y a le fracas de l'utopie, Sur le réel. sur le réel qui est perdu. Donc l'utopie sur le réel, c'est celle qu'a portée Ali, le poète, qui lui voulait changer le monde. Et il y a dans La Dette et l'Horizon plein de discussions entre le narrateur et Ali sur Ali poète et le narrateur journaliste, et celui qui est plongé dans le quotidien et l'autre qui est en train de prendre du recul pour etc. Et donc il y a plein de discussions entre eux dans le café, etc. Donc c'est la perte de cette grande utopie, et c'est la possibilité de retrouver cette petite utopie, cette lueur qui un peu lui donne cette envie de rester. Donc ça c'est. Mais il y a aussi cet autre texte, La fin des utopies, dans laquelle il y a un immeuble, un lieu, une bâtisse qui s'appelle l'utopie, et on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, qui crame. Donc l'utopie qui crame un jour, qui brûle, et que le narrateur regarde de son balcon, il vit en face de l'utopie. Voilà. Donc à chaque fois, il y a d'abord le constat de la perte, et à chaque fois, il s'accroche à un tout petit détail pour continuer. Je pense que c'est un peu ça plutôt enfin, je pense la mécanique, ou la mécanique qui a peut-être un peu derrière. Oui, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le lecteur ou la lectrice a du mal à trouver des réponses toutes faites ou arrêtées. C'est parce qu'à la fois, on a l'impression qu'il y a justement cette tentation de l'utopie, en même temps, on trouve dans cet autre passage, la fin des utopies, tu signales quelque part qu'elle a brûlé, ou enfin, métaphoriquement, l'utopie est détruite. Mais j'aimerais revenir sur ce que tu appelais la musique intérieure, parce que ce livre a quelque chose de spécial, c'est que même s'il parle du silence ou fait descendre l'homme du silence, c'est un dialogue, tout d'abord un dialogue avec les arts visuels, puisqu'il y a les dessins de Si Mohamed Ftaka, donc, qui ponctuent les textes. Ce sont des dessins, vous pourrez les voir tout à l'heure, assez énigmatiques et qui sont autant d'énigmes aussi proposées à la perspicacité du lecteur. Alors, bon, on peut s'amuser également à essayer de déchiffrer ces dessins, parce que juste avant la sous-partie qui s'intitule « Putain, la famille », on a ce dessin d'une serrure, donc qui nous rappelle bien sûr le motif archétypal de la scène primitive et du regard à travers la serrure. Mais moi, ça m'a fait penser aussi à la nouvelle de Abdel Fattah Kilito. Donc voilà, dans Enquête, je crois que c'est la nouvelle de la bibliothèque, qui s'appelle La Bibliothèque, et où l'enfant regarde par le trou de la serrure, et au-delà, il voit bien sûr cette bibliothèque qui lui est interdite. Et ce qui est extraordinaire, c'est que avant de parler de Si Mohamed Ftaka et de ce dialogue avec les arts visuels, j'aimerais aussi dire deux mots des autres arts visuels. Il y a la photographie également, même s'il n'y a pas de photo, mais il y a ce qu'on appelle dans notre jargon une ekphrasis in absentia. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une description de photographie, mais il n'y a pas de photographie. Et la photographie comme déclencheur aussi de la mémoire, qui te fait regarder la photo quand tu étais enfant, et donc il y a toute une description sur l'enfant. Enfin, je dis tu, mais c'est ton narrateur, donc le narrateur qui regarde une photo de lui-même enfant. Mais il y a aussi un dialogue avec la musique. Donc le narrateur cite le jazz, notamment. Coltrane. Voilà, Coltrane.
Il y a en fait un bruissement de langue, mais de codes multisémiotiques de différents sens, et c'est ça aussi qui est passionnant. Pour en revenir à ta collaboration avec Si Mohamed Ftaka, est-ce que les dessins sont arrivés avant ou après? Comment est-ce que vous avez élaboré cette collaboration? Alors, Si Mohamed Ftaka est un garçon, est un artiste atypique, vraiment. C'est un artiste visuel atypique que j'ai rencontré il y a quelques années. Et quand Alain Gorius, le directeur de Manar, m'a demandé si je voulais bien publier ce texte chez lui, c'était sa demande d'ailleurs, je lui ai dit oui avec plaisir. Il m'a dit il te faut un artiste. Et donc j'ai tout de suite pensé à Si Mohamed Ftaka. Alors c'est un garçon incroyable. Hein. J'ai commencé à écrire, je lui ai envoyé mes textes et il se mettait à produire plein de choses. Et après on s'est vus, on a discuté, on a enlevé des choses, on a gardé des choses, etc. Et donc c'était un vrai dialogue. Oui. C'était un vrai dialogue. Et donc à l'initiative de l'éditeur. Oui, l'éditeur. Mais c'est passionnant, c'est passionnant que ce soit comme ça, ce trio. Oui. Non, peintre, parce que de toutes les façons, Alain El Manar fait toujours des livres aussi pour bibliophiles. Donc il tient beaucoup dans à cela. À l'aspect matériel. Et puis voilà. Et puis bon, moi personnellement, ça m'a vraiment plu de faire ce travail avec. Alors par exemple. Ce que vous voyez là, dans la couve, ça c'est la muse de Hölderlin. Vu que je cite Hölderlin parmi les auteurs dans la bibliothèque, et puis qu'il y a Leila, qui pour lui serait la muse de l'auteur. Bon, voilà. Donc ça c'est l'interprétation de l'artiste qui met la muse de Hölderlin, par exemple. Oui, revu par Ftaka, naturellement. Exactement. Parce que c'est un dessin assez troublant aussi, avec un œil presque absent, qui a disparu. Et puis, oui. Merci beaucoup.